Bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque que je commence in extremis un matin avant le boulot. Et ben voilà, on repart une nouvelle semaine de lecture. Cette semaine, en fait, j'avais pas de plan particulier, mais là, je suis tombée par hasard dans des recommandations croisées sur un livre que ça faisait longtemps que je voulais lire, que j'avais vu passer. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de commentaires positifs à sa sortie. Et c'était le livre Clara lit Proust de Stéphane. Donc, je vous mets la vignette. Et je l'ai trouvé en livre audio. Et puis là, ben, je l'ai commencé jusqu'à maintenant. Ça m'a surpris, mais ça me plaît complètement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, ben, écoutez, ça va être ma première lecture, visiblement, du vlog. Mais je vais vous en parler dès que je l'ai terminé. Ça ne devrait pas être trop long. C'est une petite plaquette de, je pense, 185 pages. Puis le livre audio, je pense qu'il fait comme 3h30. Donc, à mon avis, ça devrait se dévorer assez rapidement. En gros, le résumé, c'est on va suivre Clara, qui est une jeune femme qui travaille comme coiffeuse dans un salon de coiffure qui s'appelle Cindy Coiffure, un salon qui est tout à fait typique un peu, ben, en fait, de ce qu'on peut penser d'un salon de coiffure moins achalandé, dans les moins beaux quartiers un peu, mais qui a une clientèle fidèle et un peu diversifiée. Et ça va se présenter, ce livre-là, en 3 parties. Donc, la première partie qui est un peu comme des brèves de salon de coiffure. C'est comme si c'était des petites réflexions, des petites descriptions, un petit kaléidoscope dans le fond de scène du quotidien. C'est super intéressant jusqu'à maintenant. Donc, on va découvrir un petit peu plus sur chacun des personnages impliqués. Donc, Clara, évidemment, le personnage principal, mais évidemment, en plus, Madame Habib, la propriétaire du salon de coiffure, sa collègue Nolwenn, des clients qui viennent, c'est vraiment une faune particulière. Ça me faisait penser un petit peu peut-être à date. Ça me fait penser un petit peu au bar tabac dans Amélie Poulain. Il y a toutes sortes de monde, il y a des habitués, il y a des gens qui viennent même pas pour se faire coiffer puis juste pour jaser. Donc jusqu'à maintenant, ça ressemble à ça comme départ. Puis ensuite, il y a 2 autres parties. La deuxième, ça s'intitule Marcel, donc j'imagine qu'à un moment donné, Clara va finir par lire Proust. Pour le moment, elle ne lit pas Proust. Ben voilà. Donc ça ressemble à ça un petit peu, mais jusqu'à maintenant, ça me plaît vraiment bien. Donc, ben, c'est ça. Donc, première lecture, ce sera ça. Puis, ben, je vous en reparlerai dès que j'en saurai plus. Alors, sans plus tarder, on va se lancer ça de façon sympathique. Allez, c'est parti! Bonjour! Alors, je vous reprends en fin d'après-midi, dans la même journée qu'au début du vlog. Mais bon, le boulot est fini, donc j'ai un petit peu plus de temps pour vous parler de ma lecture terminée. Oui, ça commence comme ça. Donc, j'ai en effet terminé le fameux Clara lit Proust de Stéphane. De ce Stéphane-là. Et j'ai adoré. Ça a passé à ça du coup de cœur. Puis la seule raison pour laquelle ça peut être un coup de cœur, c'est que je pense que je suis un petit peu sur ma fin par rapport à la fin FIM. Puis c'était une fin un petit peu ouverte. Il faudrait que ça va comme laisser un petit peu, pas de déception, mais disons, j'aurais peut-être souhaité avoir un petit peu plus à mettre sous la dent. Mais sinon, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un hasard que je suis tombée là-dessus. Comme j'expliquais dans le fond ce matin, le livre est en effet divisé en 3 parties. Puis c'est un petit peu comme, dans le fond, un peu comme l'idée d'un prologue, l'éveil, et puis après ça, un épilogue. J'appelle ça un peu comme ça. Parce que dans le fond, le premier, comme je vous disais, on va suivre, la première partie, on va suivre la fameuse Clara, qui travaille, comme je vous disais, dans un salon de coiffure, puis qui n'attend pas tant de choses de la vie alors qu'elle est jeune. Elle pourrait avoir des aspirations, mais elle est en couple depuis un moment, mais elle n'est pas super heureuse. C'est comme juste, je sais pas, la vie est ordinaire un peu pour elle. Puis, comme je vous expliquais, elle va tomber par hasard sur le premier tome de La recherche du temps perdu de Proust, un client qui l'a oublié, puis elle décide de le mettre dans son sac, puis elle l'oublie pendant quelques mois, puis à un moment donné, elle va se plonger dedans par hasard, puis au début, elle va faire comme « Aïe, c'est vraiment pas pour moi. » Tu sais, je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais pouvoir lire ça. Puis là, au fur et à mesure qu'elle lit, elle se fait vraiment happer par la plume de Marcel Proust, même si c'est tout en circonvolution, puis que c'est un peu compliqué, puis qu'on sait que les phrases de Proust sont vraiment longues. Elle va découvrir Proust et le lecteur va le découvrir avec elle. Donc, c'est ça qui est le point majeur de ces livres-là, c'est que c'est un petit peu un roman de coming of age, même si le personnage principal est majeur, mais je veux dire, c'est un peu un roman d'éveil, je dirais, à la vie.
un roman d'éveil à l'essentiel de nous-mêmes. Parce qu'évidemment, par le biais de Proust, en fait, ce que Clara va réaliser, c'est que peut-être que finalement, elle a envie d'attendre un peu plus la vie que qu'est-ce que le salon de coiffure a à lui offrir. Puis c'est pas un jugement sur le salon de coiffure, c'est simplement qu'elle se rend compte que, en fin de compte, elle aime ça. Proust, elle aime la littérature, elle aime ça faire découvrir. Puis par un concours de circonstances, par différentes rencontres qu'elle va faire par le biais d'amis interposés, elle va finir par avoir un rôle différent que celui qu'elle joue dans la vie, c'est-à-dire un rôle de passeuse littéraire. Puis ça, c'est sûr que ça vient me toucher, vous le savez bien. Donc, elle va aspirer un peu à devenir une passeuse littéraire. Puis ça va vraiment être dans la partie d'éveil, elle va explorer plein de choses. Et puis, dans l'épilogue, évidemment, c'est dans l'épilogue, ben, j'appelle ça l'épilogue, ça s'appelle pas comme ça, mais je le perçois comme ça dans la troisième partie. Dans la troisième partie, dans le fond, les choses ont déboulé, on est plus tard un peu, puis c'est vraiment un petit peu comme le bouclage de boucle, mais dans le fond, de où cette fameuse Clara a bien éveillé, en fait, maintenant, à la littérature s'est rendue. Puis là, quand je le dis comme ça a presque l'air d'être un peu pompeux, et appel à la littérature classique et tout, mais absolument pas, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est, comme je vous dis, que elle va interpeller le lecteur, en fait. La narratrice interpelle un peu le lecteur, dans le sens où on a l'impression qu'elle est assise en face de nous, puis on a accès à ces introspections qu'elle a dans sa tête. Puis c'est vraiment une plume qui est très humoristique. C'est vraiment chouette. C'est pas une plume qui se languit. Donc, c'est drôle que ça parle de Proust parce que c'est un petit opuscule. Dans la première partie, on est vraiment dans des brèves du quotidien. Donc, on n'est pas non plus dans des grands trucs à grand déploiement. Mais évidemment, qu'on va suivre un peu l'éveil, puis ce qui est au centre, c'est vraiment l'éveil du personnage. Mais ce qui est au centre, c'est aussi la littérature. Là, c'est Proust, mais je pense que ça pourrait être n'importe quel. C'est juste que là, dans le fond, l'idée, c'est un peu le monument de Proust. Mais quand Clara le découvre, c'est pas parce qu'elle pense que c'est un monument, c'est juste parce qu'elle a retrouvé le livre qui était dans son sac, puis que elle s'est dit qu'elle allait le commencer, alors que c'est pas une grande lectrice. Donc, évidemment, vous savez, ça me fait un peu penser, bien sûr, à Daniel Pénac et tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré ça. J'ai aimé beaucoup la galerie de personnages, j'ai aimé la plume, la construction, le fait on entraîne le lecteur avec nous, le fait qu'en tant que lecteur, on n'a pas le choix de se dire qu'on a vraiment le goût de lire finalement à la recherche du temps perdu. Et c'est un peu ça qui m'arrive, je vais vous en parler après. Donc, écoutez, ça a fait, c'était vraiment un petit bijou de lecture. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment, c'est juste à cause de la fin qui était, pour moi, ça l'a moins fait, mais sinon, je le recommande à tout le monde sans aucune réserve, même si peut-être que la fin, pour certains, ça va être parfait. Mais j'ai vraiment allé à la rencontre de Clara, allé à la rencontre de Proust, à travers les yeux de Clara, là, parce que je sais pas, c'est à travers les yeux de tout le monde qui sortait comme ça, mais aller à travers les yeux, à la rencontre de Clara et de Proust dans cet opuscule-là, ça a été un bonheur de lecture, puis encore une fois, je l'ai vraiment dégommé. Donc, mais évidemment, c'est un très court livre, donc c'est sûr que j'ai pu le compléter assez rapidement. Mais en fait, c'est simplement que j'avais trop envie de retrouver cette plume-là. J'ai beaucoup aimé la plume, les personnages puis la plume, la verve sympathique et coquine un peu de l'héroïne je sais pas, qui est pas en train de s'écouter parler ou quoi que ce soit, qui est pas en mode jugement ou rien, elle est juste en mode aïe aïe, la vie, ça peut être autre chose finalement. Puis c'est juste parce qu'elle s'est confrontée à un monument, puis qu'elle s'est rendue compte que peut-être qu'elle était capable d'être autre chose, pas à cause de Proust, mais juste qu'elle se rendait compte qu'elle était peut-être capable d'être autre chose, puis qu'elle avait peut-être envie finalement d'être autre chose que sa vie normale, qu'elle décide de faire ça. Mais ce qui est le fun, c'est que, en tout cas, jusqu'à ce qu'on ait dans l'épilogue, mais c'est oui, ça va nécessairement générer un changement assez majeur dans sa vie, mais elle va pas quitter la vie qu'elle avait avec nécessairement un jugement négatif. C'est juste qu'elle, elle va décider de prendre son envol après son éveil. Donc, voilà. Alors, vraiment, si vous n'avez pas encore lu Clara Lee Proust, je ne sais pas quoi vous dire d'autre pour vous convaincre, mais allez-y sans hésiter. Sinon, ben écoutez, en effet, j'ai décidé de... je sais pas si je vais m'y tenir, mais après avoir terminé Clara Lee Proust, j'étais évidemment en balle de livres audio. Et qu'est-ce que je me suis dit? Ah, ben je vais voir si le tome 1 de À la recherche du temps perdu est disponible en livre audio, donc du côté de chez Swan. Et en effet, il l'est. Et j'ai décidé juste d'essayer pour voir. Puis jusqu'à maintenant, ça me plaît vraiment bien. Je sais pas si j'arriverai à lire À la recherche du temps perdu, en tout cas au moins le premier tome en papier parce que la densité du texte, ça me rentre dedans un peu comme un mur. Puis c'est sûr que c'est un texte qu'il faut
qu'il faut comme un peu lire à voix haute. En même temps, il n'est pas fait pour être lu à voix haute. Il faut comme nous-mêmes mettre des respirations à des endroits où est-ce que Proust n'en a pas nécessairement mis pour comme mieux comprendre. Puis ben, comme là, dans le fond, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire depuis super longtemps, Proust. Au début, quand j'étais plus jeune, c'était pour dire que je l'avais fait, mais là, même pas, c'est parce que ça me fascine. J'en ai entendu parler dans les dernières années avec les fameux défis, les missions impossibles de Plus on est fou, plus on lit à Radio-Canada, qui avait lu justement La recherche du temps perdu. Puis j'en ai entendu parler par plusieurs personnes, puis ça m'a donné vraiment envie d'essayer de découvrir ça. Puis je pense que la façon pour moi de découvrir, ça va pas nécessairement être par l'audio. Donc c'est sûr que c'est peut-être pas le même genre de défi que quelqu'un qui va lire en papier parce que vraiment, il faut avoir une capacité à justement extraire l'essence du texte en temps réel quand on le lit. Là, évidemment, je tombe sur des excellents narrateurs. Je pense que c'est Antoine Dussolier, je sais pas si je me trompe, qui fait la narration pour ce premier tome-là. Puis c'est juste parfait. En tant qu'ancienne fille de théâtre, je dirais que c'est tout un défi qu'il y a, puis c'est comme s'il rendait intelligible, dynamique et sympathique les textes des tragédies grecques. Pour moi, c'est un peu le même genre de travail, on dirait. Ça donne l'impression que Marcel Proust a tellement pas voulu que le lecteur soit loin, alors que techniquement, la forme peut donner cette impression-là. Mais quand moi je l'écoute en audio, ça donne l'impression que je suis invitée, en fait, dans ce monde-là. Puis c'est vraiment intéressant. C'est évidemment un rythme très lent, très contemplatif. Je sais pas trop si je vais peut-être vous lire ce qu'ils mettent comme présentation des éditeurs, mais c'est un peu dur à présenter. Mais je vais quand même vous en parler un peu, parce que même si on sait tout peut-être de nom ce que c'est à la recherche du temps perdu, mais c'est pas tout le monde qui a vraiment une idée de quoi ça parle. Je pense que c'est plus une histoire sans histoire, entre guillemets. Mais je vais vous lire ce qui est écrit, en tout cas, sur la présentation de l'éditeur pour les éditions, parce que c'est paru chez plein d'éditeurs, mais en fait, chez le livre de poche, c'est ça qu'ils proposent comme présentation. Alors, c'est parti. Alors que le narrateur a pris désormais l'habitude de s'endormir tard, le livre s'ouvre sur un premier souvenir. Ouvrez les guillemets. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Fermez les guillemets. Mais la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil le réveillait bientôt. Et tandis qu'il attendait de se rendormir, il passait la plus grande partie de la nuit à se rappeler la vie de son enfance à Combray, une vie dont il va nous offrir le récit. Dans le fond, après ça, ils vont analyser un petit peu plus le contenu. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le premier tome. C'est vraiment un homme qui a de la misère à s'endormir la nuit, puis qui se met à repenser à plein de choses, plein de souvenirs qui sont liés à son enfance, mais de la façon dont c'est présenté, la plume dont j'arrive justement à me délecter grâce au travail de narration de la version audio que j'écoute. C'est vraiment excellent, puis c'est pas pompeux du tout, puis c'est comme vraiment, je sais pas, c'est comme pour tout le monde, même si techniquement c'est un classique, puis c'est un petit peu un classique aussi de l'insurmontable. Donc pour le moment, je sais pas ce que ça va donner, est-ce que je vais rester aussi intéressée tout au long des 700 pages techniquement de la version papier. 16 heures version audio, mais c'est pas si mal. J'ai lu des livres plus longs que ça récemment. Je vais voir. J'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de me mettre un défi, j'ai pas envie d'en faire tout un plat. Je vais continuer tant que ça m'interpelle, tant que ça me plaît. Puis, ben, écoutez, si jamais ça fonctionne, je pourrais peut-être essayer de lire un tome par mois, livre audio, au courant de l'année. Parce que je pense quand même que c'est quelque chose qui fait bon, laisser mijoter un peu. Donc, ben voilà. Donc, ça, c'est ma lecture en cours. Mais voilà, c'est quand même un petit peu un défi pour moi, mais on verra bien. Je me suis laissée un peu prendre au jeu grâce à Clarélie Proust. Et sinon, j'ai rapporté, un autre obscur, on est quand même dans un autre ordre d'idée, mais de la bibliothèque, j'ai rapporté un tome attendu pour moi, le tome 5 de 109 rue des Soupirs de Monsieur Tan et Yomgi Dumont chez Casterman. Pour ceux qui ne savent pas, connaissent pas cette série-là, j'en ai déjà parlé souvent, mais c'est tellement une super série que j'adore, qui est du jeunesse, mais en même temps hyper humoristique, un petit peu fantastique, un petit peu épeurant, mais surtout vraiment délicieux. Puis ben, j'ai adoré chaque tome à chaque fois, donc là, je suis vraiment contente d'avoir pu mettre la main sur le tome 5. Puis je vais vous lire le quatrième. Ouais, je pense pas que ça va trop divulgacher. En gros, pour vous résumer, en fait, c'est que 109 rue des Soupirs, c'est un jeune homme qui s'appelle Elliot, qui habite au 109 rue des Soupirs. Cette maison-là, elle est hantée par plusieurs fantômes, mais c'est des fantômes bienveillants, entre guillemets. Des fantômes avec du caractère, mais vraiment bienveillants.
Et ça va devenir un peu sa deuxième famille parce que ses parents sont étrangement, vous savez, hein, si les parents n'étaient pas comme ça ne pourrait pas exister. Mais ses parents sont toujours en voyage et ils laissent son enfant un peu toute seule de façon super. Fait que donc, Elliot est toujours comme à la maison seul, mais dans le fond, les fantômes sont un peu sa famille, donc il s'assure que tout va bien pour lui. Puis à chacun des tomes, il va y avoir des aventures particulières. Il y a des gens qui vont venir, qui vont commencer à déterminer que peut-être qu'il y a des fantômes dans cette maison-là. Puis Elliot va tout faire justement pour que ça se passe bien, mais c'est tellement chouette. C'est des histoires de, ben, c'est ça, aventure, amitié surtout, famille singulière, voilà, en tout cas, bref, et humour surtout, mais ça, c'était un petit peu le topo. Et le tome 5, on est rendu à ceci. L'heure est grave pour les fantômes du 109. Une terrible découverte risque de bouleverser leur vie pour l'éternité. Ils ont des voisins. Pire, ces voisins qui aménagent à peine sont des fêtards et font nuit et jour un vacarme à réveiller les morts. Comment retrouver le calme indispensable au bien-être des spectres? Jamais à court d'idées, Elliot embarque Eva, Walter, Amédée et Angus dans un plan imparable. À moins que les fantômes se laissent emporter à leur tour par la fête. Alors voilà, ça a l'air vraiment cool. Puis ben, je sais pas, je veux pas divulgacher, mais si on regarde la quatrième, ça part mal pour que les fantômes ne se fassent pas emporter par la fête. Ça, c'est vraiment les fantômes ici qui sont là. Donc, voilà, j'ai bien hâte de découvrir ça avec ma petite pile de BD qui s'accumule ici, là, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé également dans les livres usagés à vendre, un petit peu abîmé, mais de toute façon, c'était vraiment pas cher. Ça fait des années que je le vois, puis je me dis toujours, ah, je vais l'emprunter, puis je suis toujours un petit peu frileuse, puis je me suis dit, bon, ça va à ce prix-là, ça vaut pas vraiment le coup de s'en passer. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de quatrième de couverture, mais en fait, c'est une adaptation de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, vous savez que je l'ai à lire ici, que je l'ai commencé en bande dessinée avec une proposition différente où les personnages sont des animaux. Et celle-ci, c'est vraiment bizarre. C'est par Mathéo Berton. C'était proposé chez La Pastèque. Puis c'est pas le texte intégral, bien sûr, c'est adapté et vraiment épuré. Et ça va être tout dans les tons de brun. Donc, j'imagine pour faire référence au centre de la Terre. Mais je donne un petit peu une idée des graphiques qui sont proposés. Donc, comme vous pouvez voir, on est vraiment loin du classique. Il y a quand même des grandes plages où il y a du texte. Mettons, je vous montre celle-ci peut-être. Donc, on a le texte ici. On a le texte ici, puis on a la composition là. Donc, j'avais goût. Écoutez, c'est vraiment dense. Je ne sais pas si je vais passer au travers, mais j'avais goût de le lire aussi. Donc, écoutez, ça va être drôle parce que je vais peut-être avoir lu plein d'adaptations de ce classique-là que je n'ai pas encore lu finalement en vrai texte original. Mais je trouve la proposition intéressante, donc je vais voir si ça m'intéresse. Puis sinon, ben, je le ferai circuler tout simplement. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous tiendrai au courant si jamais je continue à partir en petite balade littéraire du côté de chez Proust et de chez Swann en livre audio. Puis de toute façon, je vais reprendre au courant de la semaine, bien entendu. Allez, à tout de suite. Par exemple, le dégoût. Tu vois, tu as le dégoût et là, il t'explique tous les indices corporels et les comportements que tu peux avoir. Par exemple, tourner le dos à la source, refuser de regarder, secouer la tête en marmonnant, etc. Les sensations internes, donc salivation excessive, aigre ou amère. Les réponses. Bon, eh ben, branle-bas est prévu aujourd'hui. J'ai réussi à me faire installer en fin de semaine des nouveaux casiers. Là, vous allez le voir, sont plus pâles à l'arrière. Là, donc, dans ma petite bibliothèque à lire dans ma chambre. Puis, ben là, j'ai décidé d'en profiter pour faire un tri, comme je vous avais dit, mais j'avais comme un petit peu... J'étais un peu paresseuse, je me lançais jamais. Mais là, c'est la bonne occasion parce que tant qu'à rentrer tout à l'intérieur, je suis bien de ne pas garder des choses qui me font pas du tout envie. Donc, on se lance là-dedans en mode... en mode, on va essayer de faire au mieux.
Puis, je sais pas si je vais continuer à écouter du côté de chez Swan en même temps, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un roman que ça vaut la peine d'écouter en faisant rien d'autre, parce qu'en fait, c'est la façon dont c'est dit. C'est pas tant qu'est-ce qui va se passer, mais la façon dont c'est raconté que ça vaut vraiment la peine d'être reçu et savouré. Donc, je sais pas si je vais être capable de faire ça tout en faisant mon tri, je suis pas certaine. Fait que je vais voir. Mais bref, je vous redonne des petites nouvelles au fur et à mesure du tri, parce qu'on a quand même si c'est flou, vous voyez qu'on a quand même pas mal de travail sur la planche. Allez, à tout de suite! Alors, un petit tour en détail de la Bibli rapidement. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un peu rangé les Agatha Christie Oni, en fait ceux dont je vais me débarrasser ici, cachés dans ma table de chevet. Mais ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fonctionné de façon tout à fait peu typique de ma part, c'est-à-dire que j'ai pas rangé ma bibliothèque en ordre alphabétique, bien entendu, parce que comme vous pouvez voir, c'est des cajots que j'ai pour faire une bibliothèque un peu un peu singulière. Et comme j'ai des cajots, je dois quand même me limiter un petit peu avec, en fait, faire avec les formats que j'ai. Donc, et le fait également que j'ai un chat qui a tendance à griffer énormément les montants de bois. Parce que c'est du bois souple, on le voit un petit peu ici, mais surtout au bout. Et comme elle griffe, j'ai tendance à toujours vouloir pousser mes livres vers le fond, comme vous pouvez voir. Donc, je ne peux pas avoir des livres trop proches du bord. Donc, tout ce qui est roman graphique, bande dessinée, je suis obligée de les mettre vraiment plus haut. Donc, c'est ce qui a un petit peu déterminé la Bibli. Alors, si on revient vers le début, alors ici, on a le petit casier des classiques éditions, bon, un petit peu singulière, un petit peu de luxe. Ensuite, on va vers les poches de langue française. Ensuite, c'est la section Bibli, finalement. Bibli, lecture en cours, pochette à livre, comme vous pouvez voir vers la droite, et hors format parce qu'il rentre nulle part. Et oui, c'est bien le Marcel Proust, et je vous explique la situation après, pourquoi c'est bien cette édition-là. Je vous en parle, une petite affaire qui est arrivée. Ensuite, on s'installe dans mes étagères à Agatha Christie. Celle-là, la plupart des livres, je les ai lus, vous le savez, mais j'aime mieux les avoir tout proches parce que, bon, ça me plaît bien. Alors ça, c'est des exceptions, c'est pas la bibliothèque à lire vraiment, sauf peut-être quelques essais que vous voyez ici à la verticale à côté des Agatha Christie. Sinon, ensuite, à côté, on a les grands formats un petit peu trop grands pour les casiers. Comme vous pouvez voir, ça donne que c'est un peu dans un camailleux de noir, rouge et blanc, ça me fait rire. Ensuite, juste à côté de la télévision, le petit cajot aussi vertical, c'est la littérature québécoise. Ensuite, on commence, en fait, ça c'est la section essai, tout ce qui a trait à la lecture et à l'écriture. Et ensuite, en bas ici, on a trois bibliothèques, 3 casiers. Donc, on commence en bas à gauche et la verticale qui c'est ici et ça se poursuit jusque-là. Donc, ça, c'est tout la fiction en anglais, tout genre confondu. Ensuite, on se dirige vers la section jeunesse. Donc, le casier vertical ici, vous voyez Frost Art, ainsi que le casier à l'horizontale ensuite avec Full Cham. Donc, ça, c'est vraiment de la jeunesse, français-anglais. Et ensuite, en bas, on a une petite section d'essais un peu divers que j'ai mis là. Puis au bout, c'est plus livres empruntés et puis revues. Donc voilà pour le petit projet un peu particulier et désolée pour la petite vidéo un peu spontanée. C'est peut-être pas super parfait, mais je vais juste montrer un peu ce que ça a donné. Ça me donne quand même beaucoup d'espace. Je trouve ça comme super chouette. J'ai encore la possibilité de faire un peu croître ma bibliothèque à lire, mais le but cette année, c'était plus de peut-être les lire en format soit virtuel ou emprunté à la bibliothèque. Puis si j'aime vraiment les livres, les acheter pour la bibli, pour mes rayonnages permanents. Donc, on verra comment je tiens ça, mais ça me tente très bien. Je suis comme dans une autre dynamique un peu cette année. Alors voilà pour l'aventure du lundi. À tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, me revoici après la grosse aventure de la bibliothèque. Il faut que je me réhabitue à cadrer parce qu'on a réussi à ajouter des casiers ici, comme vous pouvez voir. Et ça fait que ça a décalé un peu la bibli, mais bon, je suis bien contente. Comme vous pouvez voir,
il y a un peu plus d'espace quand même. C'est moins, c'est moins tassé, ça donne envie de découvrir les titres qui sont là. Donc voilà, aventure close. Sinon, je voulais vous reprendre parce que hier, je suis allée chercher des livres à la bibliothèque. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une petite présentation de mon hall de bibliothèque. Et je me suis aussi arrêtée en librairie parce que je vais vous conter ça après. Parce que j'avais quelque chose à acheter. Puis bon, finalement, j'ai acheté quelque chose en double. Alors voilà, l'histoire de ma vie. Ça m'apprendra. Alors tout d'abord, à la Bibli, j'avais une réservation et c'était une bande dessinée, une docu-BD en fait, de chez Stan Kiss. Donc c'est Le mot en A, une histoire mondiale de l'avortement. Chez Stan Kiss, et c'est de Elizabeth Casillas et Eugenia Gary. Je l'avais vu passer, je me souviens pas où, sur un compte BookTube, puis j'avais vraiment eu envie de le lire. Donc c'est audacieux, en fait, c'est une histoire en BD avec, je crois, différents sujets et un audacieux camailleux de noir et rose. Donc, on est vraiment dans la bichromie, noir et rose. Puis, je trouve ça vraiment intéressant comme pari graphique. Sinon, c'est sûr que c'est un peu chargé pour moi, mais quand c'est des docu-BD, c'est sûr que je m'attends un peu à ça. Puis ça m'intéresse vraiment. Si ça avait été juste le contexte français, c'était moins intéressant pour moi dans le sens où c'est pas que ça m'intéresse pas, mais étant donné que moi je suis au Québec, j'ai comme une autre un peu historique de l'avortement au Québec ainsi que malheureusement aux États-Unis avec malheureusement le Roe versus Wade. Qui a été malheureusement débouté en cours supérieur. Oui, il me semble que c'est ça. Donc, ça, c'est affreux parce que ça a eu des conséquences majeures depuis des dernières années aux États-Unis. Mais bon, voyez-vous, c'est un contexte un peu différent. Mais là, j'avais comme envie de voir justement à travers le monde, est-ce que j'avais quand même une bonne connaissance de ce qui se passe et tout. Donc, même si c'est quelque chose qui est remuant potentiellement, évidemment. Puis en plus, étant une femme, je me sens interpellée, je me sens concernée. Je trouve ça intéressant de faire un petit devoir d'apprentissage, de mise à jour de connaissances. Puis, cette docu-BD-là me semblait parfait pour me lancer. Sinon, juste comme en passant, chaque fois que je vais à la bibli, je passe toujours un peu dans la section des graphiques, puis des petites nouveautés qui sont mises de l'avant par potentiellement l'équipe de la bibliothèque proche près du comptoir d'emprunt. Et là, en fait, dans la section, dans les rayonnages, j'avais cette BD-là, qui est vraiment intrigante, qui est d'emblée pas vraiment mon style, qui a l'air assez sombre. J'avertis tout de suite, attention au trauma avertissement. Donc, c'est Emmanuel veut juste en finir. Donc, c'est chez Glénat. Et c'est de Thalie et Karina. Puis j'ai oublié la 4e de couverture. Mais avant, je vais vous montrer quelques graphiques. Quelques planches. Et peut-être une autre. Alors, c'est parti. Emmanuel est sur le point de sauter d'un immeuble. Les girls, âmes colorées et mystérieuses qui le suivent partout, regardent et espèrent seulement que cela ne le laissera pas trop écrabouiller sur le trottoir. Posséder un cadavre n'est amusant que s'il n'y a pas de côte cassée impliquée. Emmanuel, quant à lui, n'est pas du tout d'accord avec cette situation. S'il meurt, il va rester mort. Même s'il doit trouver des nouvelles résidences pour tous les girls qui le poursuivent. Et par résidence, on parle en fait de cadavres frais. Après tout, les gens meurent tous les jours. Ça ne devrait pas être trop difficile, non? Alors là, on est vraiment en dehors de ma zone de confort. Mais c'est un petit opuscule de rien. Ça va l'air assez déjanté, puis une réflexion assez punchée sur la relation à la mort. Évidemment, ça implique le suicide, mais je sens qu'il y a quand même un second degré. Donc, j'avais vraiment envie de découvrir ça. C'est vraiment une découverte spontanée que j'ai vue dans les rayonnages. Sinon, on tombe complètement dans un autre ordre d'idée. On va vers le jeunesse. Ça, c'est une BD que j'avais vu passer, mais que j'avais pas eu le temps de lire. J'ai pas de 4e, j'ai pas de résumé. Donc, c'est ça ici. C'est J'aime pas ta robe. Attendez, je vais voir les créateurs. Donc, c'est J'aime pas ta robe de Daniel Chaperon et Samuel Quentin. C'est bien ça? Oui. Et c'est chez la Pastel, la Courte-Échelle, je pense. Non, c'est chez Monsieur Ed. À chaque fois que je cherche le logo de l'éditeur, absolument, il est ici, je pense, pour Monsieur Ed. Donc, j'avais vu passer. J'ai pas de 4e, mais oh, il y en a. Bon, ok, c'est correct. À l'arrière, il y a une 4e qui, je crois, dit un peu la situation. Alors, ça dit tout simplement J'aime pas ta robe. Moi, j'aime pas tes souliers. Donc, on peut avoir une petite idée de à quoi ça ressemble. J'imagine qu'il va y avoir une confrontation un peu de s'adapter et tout. Puis on voit ici, travail sur l'ombre des personnages, hein, n'est-ce pas? Ici et là.
Donc ça m'intriguait bien. Puis je l'avais vu passer, je l'avais juste pas lu encore. Donc ça, jeunesse, mais jeunesse assez singulier, je pense, peut-être au-delà du banal. Et celui-là auquel j'ai pas pu résister, puisque c'est deux créateurs que j'aime beaucoup, Didier Lévy et Ronan Badel, chez Albin Michel Jeunesse. Donc, j'avais envie de découvrir ça. Et c'est Rosemonde, apprenti super-héros. Alors voilà. Je vais vous montrer peut-être une planche. Et je vous lis la 4e de couverture. Tu n'aimerais pas qu'on devienne des super-héros? Les super-héros, c'est bien ces gens qui portent des tenues ridicules? Absolument, Charlus. Hors de question. Allez, toi et moi, il faut qu'on fasse quelque chose de grand. Alors, ça promet. Ça a vraiment l'air cool. Juste le visage de l'héroïne en avant, là. Alors, voilà. Donc, ça, ce sont les trouvailles de Bibli. J'avais oublié de vous montrer des planches intérieures de J'aime pas ta robe. Là, d'ailleurs, c'est intéressant. Ça semble être justement l'ombre des deux personnages du début. Peut-être quand ils s'en vont dans un conflit, qui ont cette impression-là d'être complètement pris dans le conflit et de devenir quelqu'un d'autre. Donc, super intéressant. Alors, voilà pour le petit hall bibliothèque. N'hésitez pas à y aller à la bibliothèque. Voyez-vous, moi, je suis allée, puis ça m'a rien coûté. Alors, ensuite, en fait, j'aurais dû m'en tenir à ça. Ensuite, je me suis dit que comme j'aimais beaucoup ma lecture en cours du côté de chez Swan, la lecture audio, que j'allais finalement me l'acheter. Parce que je me suis dit que ça valait la peine et tout. Puis j'avais l'impression que j'avais une copie chez moi, puis je la trouvais pas. J'aurais dû regarder dans mon application que j'avais, qui est BookBuddy, parce que je les avais toutes rentrées, puis si j'avais regardé, je l'aurais vu. Mais bon, je l'ai pas trouvé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à la librairie pour m'acheter, sans surprise, le format poche du côté de chez Swan de Proust, à la recherche du temps perdu, le tome 1. Donc, dans cette édition-là, je pense que c'est 700 quelques pages. Un peu moins, je crois, parce qu'il y a beaucoup de notes. Oui, un peu moins. Mais c'est écrit très dense, là. Donc, j'achète ceci. Et quand je reviens à la maison, qu'est-ce que je vois dans ma bibliothèque? Ceci! Alors, il me semblait bien que j'avais une édition avec des tranches dorées et tout. Donc, vraiment des petites éditions à l'ancienne. Ça, c'est la bibliothèque du collectionneur. Donc, ça donne des petits trucs en tissu comme ça. Je sais pas si ça va focuser. Ouais. Puis, ça se veut un peu à l'ancienne. Donc, tranche dorée, bien sûr. À l'intérieur, écrit comme ça, avec des fontes avec empattement. Puis, un petit signet en tissu. Donc, bien évidemment que, en plus, c'est un format poche. Je me suis dit que j'allais lire dans cette édition-là. Donc, voilà. Je me retrouve avec deux premiers tomes du côté de chez Swan. Mais c'est pas grave. Je me suis dit que peut-être que mon père voudrait l'avoir ou mon copain. Donc, ça apprendra. Mais comme j'étais en librairie, j'ai pas pu m'empêcher de me laisser tenter par des minuscules essais sur la lecture. Puis c'était, dans le fond, des auteurs connus qui se prononçaient sur la lecture. Donc, là, je suis dans une phase Proust. Fait que ça se peut que je vous gosse, là, mais c'est pas grave. Donc, celle-ci, qui est Journée de lecture de Marcel Proust. Et ça dit que c'est un texte qui a été fait antérieurement à la recherche du temps perdu. Et c'était considéré comme un ouvrage à l'auteur John Ruskin. Un ouvrage. Une préface à un ouvrage de John Ruskin. Puis, en fait, ça va être un petit petit clin d'œil qui va esquisser la conception, là, je cite ici la 4e, la conception de l'expérience de lecture et avec elle déjà de celle du temps qui passe. Donc, j'imagine que ça va un petit peu faire des liens avec les moments où il évoque justement le plaisir de la lecture à la recherche, en tout cas dans du côté de chez Swan, il y en a déjà un peu au début. Donc, ça me tentait bien, là, c'est un petit essai de rien du tout. Puis j'avais comme envie de le découvrir, parce que comme vous pouvez voir, je ne sais pas si je suis devant, mais oui, l'étagère qui est là, c'est tout ce qui est essai en lien avec la lecture et l'écriture, que j'ai pas encore avancé, mais dans ma tête, ça va se passer, donc voilà, c'est ça qui va arriver. Donc celui-là pour s'ajouter potentiellement. Et sinon, un autre qui m'intriguait bien. Bon, là, c'est sûr que c'est en traduction, mais c'était dans la fameuse petite édition Mille et une nuits, et c'était la perspective de la lecture, mais une autre réflexion, de George Orwell. Donc, George Orwell, pour ceux qui ne le savent pas, qui a fait 1984. Alors, voilà. Donc, c'est « Sommes-nous ce que nous lisons ». Et ça dit que c'est un recueil inédit qui présente 4 textes sur le livre et la lecture écrits par l'auteur de 1984. Puis, à l'arrière...
c'est quand même audacieux. Je sens que celui-là, il va me confronter parce que voyez-vous, il y a un extrait qui est à l'arrière. Ça dit: c'est lorsqu'on commence à entretenir une relation professionnelle avec les livres que l'on découvre à quel point ils sont généralement mauvais. Alors, ça met la table. Donc, voilà, ça me tentait bien de découvrir ça, donc pourquoi pas. Donc, ce sont les 4 petits textes qui sont ici, vous le voyez dans la table des matières. Alors, voilà, donc ça, ce sera 2 achats à ajouter à ma petite tablette d'essai. Et ben l'autre va faire un heureux potentiellement parce que là, bon, je l'ai déjà. Alors, sinon, je poursuis encore une fois. J'ai finalement réussi à écouter du côté de chez soi en faisant un peu mon ménage, mais j'ai quand même dû revenir presque 20 minutes à l'arrière parce que c'est vraiment quelque chose que... C'est pas que je perds c'est pas grave, on dirait, dans Proust, dans celui-là, en tout cas, si on n'est pas complètement toujours au fait de où on est dans l'histoire parce que c'est tellement simplement... Ça va de digression en digression, en circonvolution et tout ça pour éventuellement, j'imagine, faire un tissage assez géant du contexte complet que l'auteur veut évoquer. Donc, c'est pas que c'est catastrophique, c'est juste que j'aime quand même ça plus savoir, quand surtout en lecture audio, de qui il parle ou de quelle situation on parle. Comme je vous expliquais, comme je vous ai dit rapidement tantôt, c'est qu'en fait, c'est que ça raconte beaucoup de choses, mais c'est pas nécessairement dans une structure fixe. Puis ce qui est intéressant, c'est vraiment comment c'est raconté. Donc, c'est vraiment un conteur, Marcel Proust. Donc, c'est sûr que comme c'est comment c'est raconté que c'est important, ben j'aime quand même mieux ça, avoir quelques repères pour pouvoir en profiter pleinement. Donc, oui, je suis revenue un peu à l'arrière. Je me rends compte que je peux écouter Proust. Ben, en fait, je peux écouter à la recherche temps perdu en voiture parce que je suis concentrée sur la route, mais j'ai pas d'autres stimuli nécessairement ou j'ai pas à me concentrer sur autre chose que ma conduite, puis les gens potentiellement qui pourraient avoir une conduite bizarre, mais comme moi j'habite en campagne, je n'habite pas en ville, j'ai pas plein de lumières, de feux de circulation ou de piétons qui vont s'interposer dans le chemin, donc ça va. Par contre, je ne pourrais pas écouter ça en faisant autre chose, comme je vous dis, je pense que c'est pas optimal, mais là tantôt j'avais trop envie de continuer, donc je me suis dit que pourquoi pas, ça valait la peine. Alors voilà, ce grand segment pour vous tenir au courant de cette journée qui s'est déroulée vraiment pas comme j'avais prévu, mais c'est chouette. Je suis bien contente. Je suis bien contente d'avoir fait ce ménage-là qui m'attendait depuis longtemps. Ça m'a permis d'enlever quand même quelques livres aussi. Pas tant que ça, pas autant que je pensais que j'allais en enlever, mais je pense quand même qu'il y en a que je vais garder jusqu'à ce que je les lise. Puis si je les lis après, ça se peut que je les conserve pas, mais j'avais quand même le goût d'avoir les copies papier pour le moment dans ma bibliothèque. Puis le gros ménage qui reste à faire, c'est pas mal dans la bibliothèque qui est cachée par là-bas dans les escaliers parce que j'ai pas tout à fait accès encore maintenant. Puis ça me prendrait vraiment un gros remaniement. Je pense que ça me prendrait... Il faudrait que juste que je replace complètement toutes les choses qui sont dans la bibliothèque pour essayer d'optimiser tout ça, puis peut-être que je pourrais en enlever un petit peu à ce moment-là, mais là, comme j'ai pas accès physiquement à l'ensemble de la bibli, c'est plus difficile. Je finis toujours par regarder les mêmes sections, puis je suis comme, ah, ben, il n'y a pas rien que je peux vraiment enlever parce que je suis passée plusieurs fois dans des tris dans les dernières années. Donc, ben voilà, ça va rester à suivre, mais au moins, ce qui est ma bibliothèque à lire, ben, je trouve ça chouette. C'est plus inspirant. Alors, écoutez, on va se dire à tout bientôt parce que la semaine va se poursuivre pour vous dans quelques instants, mais moi, il va y avoir un petit délai de plus pour que je puisse savoir comment je vais continuer ma scène. Donc, à tout bientôt donc pour la suite du vlog. Bonjour, alors je vous reprends rapido parce que je viens de lire un roman graphique complètement coup de cœur. Sans surprise en fait parce que c'était un roman graphique dont j'avais eu l'inspiration, pour laquelle j'avais eu l'inspiration de le lire par le biais de Laurence Reading et Piketty Bookin. Puis ces deux personnes-là, habituellement, quand je vois qu'il y a un engouement, on dirait que ça convient avec un peu aussi ce que je recherche, surtout dans les romans graphiques. Mais vraiment, j'ai adoré. Alors, voici pour la couverture version originale. Moi, je l'ai lu en version originale. Voilà, donc The Princess and the Grilled Cheese Sandwich de Deya Muniz. Et c'est publié chez Little Brown en anglais.
En français, c'est publié chez Hachette. C'est disponible déjà, je pense, en France. Mais ici, au Québec, ça va seulement paraître le 4 mars. Donc, je suis désolée de vous en parler un peu en avance si vous êtes francophone uniquement. Mais bon, ça va peut-être donner encore envie de, de vous lancer. Puis le niveau d'anglais n'est pas si élevé. Donc, si jamais vous voulez quand même le lire en version originale, pourquoi pas. Puis ça, voyez-vous, comme vous pouvez le constater, c'est un roman que j'ai emprunté à la Bibli. Donc, selon mes conviction de 2024, mais là, j'ai tellement adoré que c'est sûr que je me l'ai acheté. Et je vous explique que même malgré pour moi, quelque chose qui était... C'est un coup de cœur total, mais il y a des choses qui auraient fait en sorte en temps normal que j'aurais pas nécessairement acheté ce livre-là, mais bref. J'essaie de trop vous en dire en même temps, je suis trop enthousiaste. Je viens juste de le finir. Alors, tout d'abord, je vais vous donner le résumé en me basant sur la version française qui a été traduite un peu à la française, donc La princesse et le croque-monsieur. Et non pas La princesse et le grilled cheese, et le sandwich au fromage grillé. Donc, il y a une petite adaptation dans la traduction. Donc, la princesse et le croque-monsieur. Et voici le résumé. La jeune Lady Camembert refuse d'obéir à la loi du royaume fromage qui lui impose d'épouser un homme pour pouvoir hériter. À la mort de son père, elle se déguise en homme et s'installe dans la capitale en tant que comte. Son secret devient cependant difficile à garder au fur et à mesure de son rapprochement avec la princesse Brie. Alors voilà, in a nutshell, c'est quoi l'intrigue? Donc, ça peut sembler, il y a plein de choses quand on regarde ce titre-là, le type de dessin, le résumé, qui pourrait, de mon côté, être des choses qui ne m'auraient pas nécessairement donné envie de lire. Je suis moins princesse et prince. C'est moins le style de dessin, de graphique que j'aime. Il y a une petite influence aussi, d'ailleurs, un peu manga. Je ne sais pas si vous allez voir, là, j'essaie de vous faire focuser. Si jamais vous voyez que je ne focus pas, je suis désolée, je ne suis pas encore habituée parce que ne faut pas que mon visage soit montré, sinon mon téléphone ne focus pas. Mais bon, voilà. Alors, disons comme ça. C'est moins mon genre d'illustration. Je trouve ça un peu moins touchant. C'est comme un petit peu trop net comme trait. Donc, d'emblée, moi, en partant, si j'avais vu ça juste sur un rayonnage, la princesse et le grilled cheese, avec ces dessins-là, puis la quatrième qu'il y avait, voyez-vous, là, en quatrième de couverture, on a vraiment l'influence manga un petit peu plus. Là. Donc, voyez-vous le dessin surtout là, dans le fond, de Lady Camembert qui est déguisée en homme ici pour donner le comte Camembert. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qui m'aurait un peu repoussé. Mais j'ai fait confiance à Piketty Bookin et Laura The Readings. Et j'ai tellement aimé ça. Comment décrire ça? C'est une romance. Ça reprend beaucoup de codes des contes de fées traditionnels, dans le sens où on voit ici quand même en fait, une lady, donc quelqu'un quand même de la noblesse, qui se débat un peu dans un fonctionnement social qui est un petit peu archaïque, comme on aurait pu avoir à l'époque victorienne ou même avant ça. Donc, le fait que lorsque un membre masculin de la noblesse décède, il ne peut pas léguer rien à quelqu'un qui est de sexe féminin, même si c'est sa seule héritière. Donc, elle se débat un peu là-dedans. Et puis, évidemment, il y a le fait qu'on habite dans un royaume, qui est le royaume, bon, en français, le royaume fromage. Moi, voyez-vous, si j'avais vu en français aussi, j'aurais décroché. Je sais que ça veut dire la même chose, mais dans le fond, en anglais, c'est The Kingdom of Fromage. Mais comme j'imagine ça en anglais, on dirait que pour moi, ça fait moins genre, ce sont des noms de fromage. Il y a aussi ça. Donc, bref, un royaume, une princesse, une lady qui se trouve dans une situation quand son père décède où est-ce qu'elle peut pas... en fait, elle peut pas hériter sauf si elle est mariée à un homme et il s'avère que, et c'est là qu'on va bifurquer un peu des codes traditionnels des contes classiques, mais qu'on tombe dans quelque chose d'encore plus savoureux, c'est que, en fait, Lady Camembert, c'est un secret pour personne et pas même pour son père. En fait, elle aime les femmes. Donc, c'est pas qu'elle veut pas c'est pas qu'elle veut pas. Ça l'énerve un peu de devoir épouser un homme, mais en plus, c'est juste que elle aime pas les hommes. Donc, bon, à un moment donné, elle n'est pas non plus pour être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'allait pas. Et ce que j'ai trouvé super aussi, c'est que dès le départ, son père, dans le fond, va dès le départ dire que la loi est qui fait en sorte qu'il ne peut pas léguer rien à sa fille est un peu ridicule. Puis, quand il va voir que sa fille n'arrive vraiment pas à se marier, pour lui, ça semble comme quand elle lui annonce qu'elle aime les femmes, même si il est comme pas choqué par ça. Et il dit, écoute, la seule solution que je vois, c'est que quand je vais mourir,
tu vas devenir le comte Camembert plutôt que Lady Camembert. Tu vas t'en aller loin dans une grande ville, la ville de Brie, parce que les gens ne te connaîtront pas. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir ton héritage. Puis tu vas pouvoir, dans le fond, on va pouvoir contourner cette loi-là. Donc, Lady Camembert va accepter parce que ça ne dérange pas tant que ça. Tu sais, elle aime ça, elle a quand même un goût pour les belles choses au niveau des vêtements, mais elle, que ce soit masculin ou féminin, ça n'a comme pas d'impact. C'est pas vraiment quelque chose de majeur pour elle. Donc, dès le départ, on plante un contexte traditionnel, puis déjà, on a des éléments anachroniques si on se fie au code du conte traditionnel, mais bien assumé. Et dès le départ, il y a de l'humour et de la verve dans les répliques. C'est tellement excellent. Les échanges entre les personnages sont parfaits. C'est un roman graphique qui n'est pas si long que ça. En plus, à l'arrière, il y a comme une espèce de note de l'autrice que j'ai lue puis qui était vraiment intéressante d'ailleurs. Donc, en fait, ça se rend même pas. Je ne sais pas s'ils sont paginés. J'ai même pas remarqué. Je pense pas qu'ils sont paginés. Il faudrait que je regarde comment ça fait de pages. Mais en tout cas, c'est pas très gros là, comme roman graphique. Ça fait peut-être... je sais pas, 100 pages, 150 pages peut-être. Je vous mettrai le nombre de pages si ça vous intéresse. Mais bref, c'est un one-shot. C'est juste un roman graphique. Puis dans tout ce moment-là, rapidement, on va tout de suite bien installer le contexte. Le fait qu'on fait une revisite un peu de la structure du conte traditionnel avec des anachronismes volontaires afin de faire un petit peu, dans le fond, raisonner ça un petit peu autrement. Mais on garde quand même en tête, c'est juste qu'on est dans un monde où les codes traditionnels des contes côtoient tout à fait, en fait, pourquoi pas, dans le fond, le fait qu'on puisse aimer les femmes ou les hommes, qu'on puisse être homosexuel ou pas. Pas que ce soit accepté socialement dans le contexte qui a été mis là, mais c'est comme si pour l'autrice, elle se lance comme ça, puis c'est la vie. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé comment les personnages ont été construits, comme je vous dis, sont très bien construits. Là, encore une fois, on s'écarte un petit peu des codes pour les contes traditionnels dans le sens où on pourrait s'attendre à ce que ce soit des archétypes, parce que oui, il y a la princesse, il y a les meilleurs amis de la princesse, mais c'est un peu comme, peut-être pas ses suivantes, mais quasiment. Mais en fait, dès qu'on arrive un peu plus proche, dès qu'on arrive en échange, on se rend compte qu'ils ont chacune leur caractère bien défini, super intéressante. C'est des personnages, les amis en fait de la princesse, ce sont des personnages au caractère bien trempé, qui ont déjà fait à leur façon des pas pour essayer de s'émanciper. Pas les mêmes pas, mais qui font quand même des pas pour un petit peu. Il y en a qui vont un peu avec la société qui est en place, tout en essayant de se trouver des compromis acceptables, d'autres qui mettent leurs convictions ailleurs et tout ça. Et la princesse, chose quand même particulière, c'est que c'est une activiste pour la cause animale. Donc, la cause animalière, en fait, pardon. Donc, c'est quelqu'un qui est contre l'exploitation des animaux et tout ça. Donc, je ne sais pas, tout est parfait. On croit, les personnages sont crédibles. Ils ont des traits de caractère qui nous les rend à la fois attachants. En fait, attachants globalement, même s'ils n'ont pas nécessairement des comportements avec lesquels toujours on pourrait être, on peut se sentir interpellé, mais on est vraiment attaché. J'ai adoré la domestique, en fait, de la princesse de Lady Camembert qui s'appelle Feta. Et est adorable, est vraiment cool. Feta s'est occupée de Lady Camembert depuis qu'elle est tout petite, puis c'est la personne en qui le comte Camembert avait le plus confiance. Donc, elle va l'accompagner, elle va essayer de faire en sorte que sa maîtresse tombe pas dans les affres du trouble parce qu'elle veut absolument vivre une vie sociale et exister et être elle-même, alors que techniquement, tout humain pourrait, dans le fond, espérer avoir accès à ça. Donc, pour la suite des choses, ensuite, ça va être un petit peu un classique de chassé-croisé, amoureux, quiproquo. Et puis, bien qu'on peut se dire que potentiellement l'orientation sexuelle de Lady Camembert va devenir problématique dans le cadre de la société qui est mise en place là, puis que peut-être que ça peut changer les choses. Dans le fond, cette histoire-là met plutôt en valeur le fait que le problématique dans tout ça, c'est que les femmes ne peuvent pas hériter en leur propre nom. Donc, ce que j'ai trouvé cool, c'est que l'orientation sexuelle de Lady Camembert est là parce que ce personnage-là existe tel quel, mais c'est pas là nécessairement pour faire un statement. Ça a un impact sur l'action, mais c'est pas juste ça, dans le fond, qui va avoir un impact sur l'action. Fait que ça, je trouve ça tellement chouette parce que c'est vraiment comme, je sais pas, il y a une belle représentation, mais c'est pas non plus souligné tant que ça à grands traits. Donc, j'ai adoré ça.
Donc voilà, je sais pas comment dire ça, ça va tout décousu parce que je viens juste de vous le dire, mais bon, comment je pourrais me résumer ça? Alors, romance pas comme les autres, qui a une fin, qui sait s'arrêter au bon moment. C'est une fin quand même un peu de conte de fées, mais qui va pas trop loin non plus dans la fin, qui laisse place au lecteur à l'imagination. Personnage hyper bien construit, super crédible, avec un goût de passer du temps, dialogue humoristique, beaucoup de verve dans les dialogues. Une société proposée qui est intéressante, donc un royaume à la fois ancien et qui inclut des nouveautés et donc les anachronismes qui sont assumés. Une grande place qui est mise aussi une grande place qui est mise sur, évidemment, bon, l'amour, parce que c'est une romance, mais aussi sur la mode, parce que ça fait partie des choses qui vont faire en sorte que la princesse Brie et Lady Camembert qui va devenir le comte Camembert, vont se rencontrer. J'ai vraiment adoré ça. A priori, c'est vraiment, j'y serais allée à reculons, dans le sens où j'aurais vraiment eu aucune chance de le lire si je ne l'avais pas vu passer chez Piketty Bookin puis Laura Readings, puis j'avais pas décidé d'essayer. Puis une chance que j'ai essayé, donc tenter le coup. Je ne sais pas à quoi ressemble la traduction française. Moi, je l'ai lu en langue originale parce que j'ai tendance à le faire, surtout que là, je voyais qu'il y avait les jeux de mots avec les fromages. Fait que je me suis dit que peut-être que ça allait avoir des fois un petit peu de difficulté de traduction ou d'adaptation, comme là, voyez-vous, ils ont changé Grilled Cheese pour Croque-Monsieur, mais je pense que c'est quand même mineur, donc j'imagine que la traduction est quand même correcte. Mais sinon, il y a des dialogues, mais pas tant que ça, là, voyez-vous, c'est pas comme super rempli. Donc, si vous voulez l'essayer en langue originale, pourquoi pas. Donc, vraiment, un coup de cœur instantané de 2024. Il va falloir absolument que je l'achète pour l'ajouter à ma bibliothèque. Et je vais le faire découvrir au plus de monde possible en peu de temps, tellement c'est trop chouette. Vraiment, quelle belle lecture. Donc, ça n'a aucun rapport avec ma lecture en cours de À la recherche du temps perdu, bien entendu. Donc, du côté de chez Swan, mais j'avais le goût de faire un petit... de laisser mijoter un petit peu à la recherche, puis de me faire peut-être une semaine où je lis un petit peu plus de graphiques en parallèle ou des petits opuscules, parce que dans le fond, Marcel Proust me permet quand même de justement me laisser porter un petit peu dans d'autres univers, puisque c'est vraiment quelque chose qui est un peu à part comme style. Donc voilà. Mais écoutez, je ne parle pas plus longtemps parce que déjà, je pense que je m'enligne pour un blog beaucoup trop long, puis je vous reprends dès que je peux. Hey, je vous reprends. Alors, en ce milieu de journée, j'en profite pendant qu'il y a encore un peu de lumière pour que ce ne soit pas trop artificiel pour vous. Pour vous faire un petit compte-rendu d'une lecture que j'ai faite hier par hasard. Là, vous avez vu que j'avais un peu d'hésitation entre les différentes lectures, que j'ai eu un coup de cœur pour The Princess and the Grilled Cheese Sandwich. Et dans les autres livres qu'il y avait également celui-ci, donc Johanna dans tous ses états, de Lara Pickle. Je ne sais pas comment elle prononce son nom parce qu'en fait, c'est traduit de l'espagnol, donc c'est peut-être Lara Pickle. Je ne sais pas comment elle le dit. Donc, je suis désolée à l'avance si j'ai massacré son nom de famille involontairement. Donc, Johanna est dans ses états. Je vais vous lire la 4e de couverture. Ça va vous expliquer un peu pourquoi peut-être je suis allée vers celui-là, alors que j'avais comme autre choix aussi L'espace d'un instant de Nick Smith, je pense, qui m'était chaudement recommandé par Sophie Lee, puis j'avais vraiment envie de lire, mais bref. On commence par la 4e. Alors, Johanna vient de décrocher une place d'apprenti à Witch & Co., l'institut magique londonien qu'elle a toujours rêvé d'intégrer. Mais la réalité n'est pas aussi idyllique que Johanna l'imaginait. Sa formation est exigeante et elle se sent parfois en décalage. Même quand elle finit par s'intégrer et faire des rencontres, la fatigue, la tristesse et les doutes ne la quittent pas. D'où lui vient cette angoisse qu'elle ne saurait expliquer? Aidée par ses proches, Johanna va devoir apprendre à dominer ses dragons intérieurs, entre potions magiques et émotions ensorcelantes. Alors bon, vous voyez que de l'extérieur ici, bon, avec la 4e de couverture, ainsi que ce qui est donné un peu comme illustration de dessus. Je vous avais montré un petit peu quelques illustrations à l'intérieur. Je savais que ce serait potentiellement une lecture qui pouvait remuer parce que ça aborde des sujets, en fond, l'anxiété, l'estime de soi et tout, mais ça semblait être une approche qui est un petit peu plus, peut-être pas en légèreté, mais tu sais, on prend quand même l'exemple d'un travail qui, en fait, on est dans un monde comme maintenant, mais dans lequel la magie est partout. Donc, c'est vraiment du fantasy, mais tout ce qu'il y a comme truc de magie, c'est juste que la magie est là et assumée.
mais sinon, il n'y a pas nécessairement de vrais dragons dans ce monde-là. Et je pensais donc que j'allais aller dans quelque chose qui était un peu gentillet, bienveillant sur justement, bon, ben, l'histoire d'une jeune femme qui arrive à un endroit, qui essaie de se faire un petit peu une place dans un nouveau lieu de travail et tout. Et puis, c'est ça. Sauf que je n'étais pas prête, je pense, pour le coup d'émotion que ça m'a donné. D'ailleurs, au départ, il y a des traumavertissements. Bon, je pense qu'en lisant la 4e, c'est pas mal tout ce qui a été mentionné là. La seule chose peut-être, ça dit que ça traite de dépression, d'anxiété, de troubles alimentaires. Oui, mais peut-être pas tant que ça, mais oui, peut-être que c'est moi qui étais moins sensible à ça. Harcèlement au travail et manipulation mentale. Donc, moi, j'avais lu les traumavertissements, mais de toute façon, dans la 4e, on comprend un peu que ces sujets-là vont être abordés. Il n'y a pas de surprise. Et puis, quand ça commence, c'est un personnage de Johanna qui est une jeune femme très insécure, qui arrive dans un nouveau milieu. On sent qu'elle est consciente qu'elle a déjà des vulnérabilités concernant l'anxiété, l'estime de soi. Puis qu'on sent qu'elle a quand même un peu des mécanismes, tu sais, pour se gérer. Et puis bon, elle arrive à un nouvel endroit, elle sait que ça va avoir besoin de s'habituer à son nouveau travail, se faire des amis et tout ça. Puis ça semble se passer relativement bien. Puis quand on commence l'histoire, on est comme un peu sur quelque chose qui apparaît pas banal, mais je me disais, ça va être une chouette lecture. Puis pourquoi j'avais choisi ça plutôt que peut-être l'espace d'un instant, c'est que l'espace d'un instant avait vraiment une charge plus... C'est en lien avec un traumatisme qu'un jeune va avoir vécu. Puis comment il va vivre avec ce traumatisme-là par après. Puis j'étais là, hier soir, j'étais comme fatiguée, puis je dors vraiment pas bien. C'est ainsi, je suis malade en plus. Fait que, en tout cas, je sais pas que le mois de février va être sur de meilleur augure, mais bon. Bref, j'étais fatiguée, donc je me suis dit, je vais y aller avec ça, qui a l'air un petit peu plus, comme je chantais qu'on allait peut-être un peu plus sentir peut-être le côté, comme je vous dis, un peu, peut-être pas édulcoré, mais j'avais un petit peu ça en tête, mais que ça allait être une lecture plaisante. Et ça a été une lecture plaisante. Mais c'est juste que, malgré le fait que oui, les rouages sont quand même assez visibles, donc oui, c'est ostensiblement une histoire qui est un peu une excuse pour aborder différents moments dans une vie qui peuvent générer, en fait, un récit de vie un peu qui peut impliquer avoir à dealer au quotidien avec l'anxiété et la dépression, les mécanismes de défense qu'on a et tout. Donc, on sent au départ que c'est quand même un peu une excuse, mais en même temps, bon, tranquillement, on apprend à connaître les personnages. C'est pas des personnages forts, donc la construction est correcte, mais relativement en surface, sauf pour le personnage principal de Johanna, ainsi que pour ses 2 amis proches, puis éventuellement, je vais le lire parce que je vais être sûre que j'ai le bon terme, mais c'est-tu la chasseuse, la dompteuse de dragons, je pense? Éventuellement, dans le fond, elle va aller consulter Johanna au fil de l'histoire et elle va aller rencontrer l'équivalent sans doute d'une psychologue dans ce monde-là, mais qui est une dompteuse de dragons. Et en fait, dompteuse de dragons, bien entendu, qu'on comprend que ce sont, pour Johanna, les dragons, c'est ses émotions non exprimées ou peut-être dont elle n'est pas vraiment consciente, puis qu'elle laisse prendre de l'ampleur, puis devenir des anxiétés, puis éventuellement, ils ont l'espèce de tourbillon vraiment des crises d'anxiété et tout ça. Donc, voilà. Donc, ces personnages-là sont les mieux définis. Les autres, c'est plus sommaire, c'est correct, c'est plus des archétypes. Évidemment, au travail, elle va être confrontée justement à une relation d'autorité qui est vraiment pas, qui est plutôt toxique. Elle va être confrontée à qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Est-ce que je me tais? Est-ce que je fais une action? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et puis tout ça. Donc, tout ça semble prendre un chemin, comme je vous dis, un peu, peut-être pas prévisible, mais tu sais, je me disais, c'est bon, je sais un peu où ça s'en va. Puis... Mais éventuellement, surtout dans la partie, c'est le dernier tiers, dans le fond, où Johanna va vraiment atteindre sa limite complètement. Donc, ça fait des années qu'elle a des limites, mais elle atteint sa limite. Puis là, ça déborde de partout. Elle a le réflexe de fuir, de revenir à la maison. Puis là, ben, ça ne me dérange pas de vous en parler un peu dans le sens où peut-être que je vais divulgacher un peu, mais je pense que comme de toute façon, c'est un livre qui ouvertement va dire dans la 4e les thématiques abordées, je pense que ça va. Donc, elle va vraiment avoir un état de crise qui va être... C'est là que plusieurs manifestations vont arriver, donc l'anxiété dans le plafond avec ses dragons un peu partout, sa relation à la nourriture qui commence à changer, son caractère, ses émotions, elle commence à avoir une attitude différente avec ses amis, sa fatigue, elle tombe vraiment comme en dépression. Mais c'est jamais vraiment nommé comme ça dans celui-là, parce qu'on est dans un monde magique où les choses sont différentes.
Et ça va être vraiment ce qu'elle va décider de faire avec ça qui va être intéressant. Donc, le dernier tiers, c'est celui qui m'a complètement ramassé. J'ai pleuré ma vie. Je pense que... Ben, je vais être honnête avec vous, là. J'ai pleuré ma vie. Puis je me suis posé la question. J'ai pleuré ma vie parce qu'évidemment, c'est le chemin un peu de reconstruction de Joanna. C'est pas que ce qu'elle a vécu, peut-être que de l'extérieur, ça peut sembler banal pour les autres ou quelque chose, ben, tu sais, qu'on a juste un peu à apprendre sur nous autres puis continuer. Mais pour Joanna, ça a été la goutte de trop. C'est ce qui a fait dépasser sa limite qu'elle tenait comme ça depuis des années. Puis, bien, bon, dans ce qui me concerne, sans tourner dans les détails, ça a des résonances beaucoup de mon côté. Puis, c'est le côté, justement, d'aller rencontrer la Dompteuse de Dragon, les conseils qui sont donnés. Puis, on devient un peu plus dans l'informatif dans ce côté-là. Mais c'est bien fait. C'est pas trop lourd. On décroche pas, quand même, de l'histoire. Puis, en tout cas, je sais pas si aller chercher des émotions, mais en même temps, bon, là-dedans, ils disent que la tristesse, des fois, ça peut servir à quelque chose, que les larmes, ça sert à faire sortir des tensions. Donc, je sais pas si j'avais des tensions à sortir ou si c'était juste que ça résonnait fort en moi en raison de mon bagage personnel. Mais bref, ça m'a complètement bouleversée. C'est pas un coup de cœur, parce que je sais pas si ça peut vraiment être un coup de cœur, ce genre de BD-là en ce qui me concerne, mais c'est une lecture importante, puis c'est une lecture que je vais en fait me procurer. Donc, je pensais pas du tout, parce que j'aimais la couverture, mais tu sais, c'était moins mon genre. Je vous avais dit, le papier, c'est un papier comme un peu, ben pas cheap, là, mais tu sais, c'est pas super, c'est un petit peu un papier port ouverte. Les dessins sont un petit peu délavés et tout. Mais je pense que je vais me le garder pour ben, les moments de grisaille, peut-être, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était... bon, écoutez, si ça m'a fait pleurer, potentiellement, c'est que je pense que, clairement, l'autrice, puis à l'arrière, elle a une note là-dedans qu'elle explique. C'est des choses qu'elle a vécues peut-être personnellement ou dans son entourage proche, parce que je trouve que c'est très bien décrit. On n'est pas nécessairement dans les termes cliniques, on n'est pas nécessairement dans l'exagération, mais on est vraiment dans une belle introspection, une belle mise en image, entre guillemets, de quelque chose qui est un peu impalpable, que les gens qui vivent pas ça peuvent pas trop comprendre des fois. Ça m'a un peu fait penser des fois en certaines parties à Goupil ou Face de Lou Luby. Si jamais vous n'avez pas lu ça, c'est pas pareil. Ça aborde un trouble particulier en santé mentale qui n'est pas ce qui est abordé là. Mais ça m'a fait un peu penser à ça. Donc, on va vraiment suivre l'introspection du personnage, les rencontres qu'elle va faire, les décisions qu'elle va prendre. Puis je trouve que c'est un livre qui est fondamentalement humain. Donc, c'est pas un livre qui va rajouter de la pression. C'est un livre qui va juste dire, qui va juste rappeler les classiques là, de ce qu'on contrôle ce qu'on peut, on peut contrôler la réaction qu'on a par rapport aux choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais c'est vraiment bien fait. C'est pas parfait. J'ai quand même, comme je vous dis, senti un peu le fil blanc, un peu les rouages. Mais je pense que si c'est quelque chose... en fait, si certains des sujets dans les troubles avertissements vous concernent, donc je répète, dépression, anxiété, troubles alimentaires, harcèlement au travail, manipulation mentale. Donc, c'est plus axé quand même sur anxiété, en regard, en lien avec certains facteurs extérieurs, donc peut-être moins, le trouble alimentaire est présent, mais c'est peut-être pas complètement centré là-dessus, tandis que les 4 autres sujets sont un petit peu plus développés. Donc, si vous avez un de ces événements-là ou de ces états-là qui vous concernent, sachez que ça peut quand même, par contre, j'aime mieux vous avertir, peut-être pas de trauma-avertissement, mais ça peut générer chez vous une réaction. Donc, il faut être prêt à ça, mais c'est pas du tout, c'est pas avec des épines, c'est pas rude. On en ressort bien, on en ressort ressourcé, on en ressort prête à poursuivre. Donc, écoutez, j'ai vraiment adoré cette lecture-là. Pour moi, c'est comme un peu une lecture essentielle qui n'est pas parfaite, mais que j'accepte telle qu'elle. Donc, pas parfaite, des fois par moment un peu de maladresse, mais je trouve que ça vient ajouter justement au fait que, justement, ce personnage-là, elle va tendre à... sa version du bonheur qu'elle sait qui n'est pas maintenant, dans le fond, qui est un peu chamoirée, parce que le bonheur, c'est pas toujours beau tous les jours, et justement, qui va essayer d'accepter que c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours parfait. Donc, je trouvais que ma perception des choses était peut-être en phase avec le personnage, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. En ce moment, c'est paru en espagnol originalement, et là, voyez-vous, c'est disponible en français chez Hachette, puis je pense que ça va apparaître aussi en langue anglaise tout bientôt. Ben là, comme en fait l'autrice est espagnole, moi ça me dérange pas du tout de lire en français, mais je suis quand même curieuse de voir ce que vont faire les éditeurs anglophones, parce que c'est sûr qu'ils ont plus de moyens, le marché est plus grand. Est-ce qu'ils vont faire un choix différent en termes de format? Je ne sais pas, mais on verra. Mais il y a peut-être aussi, je pense que j'ai vu une autre édition, peut-être qu'il va y avoir une édition couverture rigide qui va sortir pour ça, parce que j'ai quand même chez Hachette
qui est un gros groupe d'éditeurs. Bref, lecture, très long moment d'enregistrement, mais je pense que c'était nécessaire. Vraiment, je vous recommande cette lecture-là, mais je ne la recommande pas à tous ou toutes. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, si vous n'avez pas nécessairement envie de vous exposer potentiellement à des réactions de votre côté, si les sujets vous touchent, peut-être que vous pouvez attendre un moment où ça va mieux, mais c'est vraiment bien fait. Moi, je trouve que c'est un bon outil à mettre entre toutes les mains qui sont prêtes à le recevoir. Puis sinon, ben, je poursuis quand même ma lecture en lecture audio, ma lente traversée du tome 1 de À la recherche du temps perdu, donc du côté de chez Swan. À quelques pages près, je pense que je suis rendue à peu près à la page 210, donc je suis pas rendue à la moitié encore, mais comme ça va aller mieux, je pense. Donc, je suis pas rendue à la moitié encore, mais j'espérais peut-être le finir pour ce vlog-ci, mais j'en suis pas certaine. Puis c'est pour cette raison-là que je me suis laissée aller à des lectures un petit peu autres pour quand même vous amener avec moi dans ma progression. Je continue à apprécier énormément ma lecture, je continue à être encore vraiment inconditionnelle dans le fait que j'aimerais vraiment, faut que je lise en audio. Je ne sais pas si j'y arriverais si c'était pas en audio. J'apprécie vraiment la plume principalement. La capacité d'évocation de cette plume-là est assez incroyable. Donc, c'est ça. Je vous en dirai peut-être plus quand j'aurai atteint la fin, mais pour le moment, je ne suis pas encore là. Il va falloir vous accrocher. Alors voilà. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Bonsoir. Alors, on se retrouve pour un petit coucou de fin de journée en habit du soir, comme d'habitude maintenant. C'est rendu vraiment une habitude. Et je viens vous parler de ma toute dernière lecture qui, ma foi, va continuer ma fameuse semaine de coup de cœur. Oui, oui. Alors, c'est sans surprise peut-être pour Sophie, L'espace d'un instant de Nikki Smith. Et c'est chez Rue de Sèvres. Alors, je me souviens même plus si je vous en avais parlé. Je pense que je vous l'avais montré, mais que je ne sais pas si je vous ai lu la quatrième dans ce vlog-ci ou pas. Donc, je vais vous la relire à tout hasard. Alors, voilà. Depuis qu'il a sauvé sa professeure d'art plastique d'un assaillant armé, Manuel souffre d'un syndrome post-traumatique qui l'isole et le fragilise. Les seuls points d'ancrage qui l'aident à garder les pieds sur terre, il les doit à l'appareil photo de son portable. Au contact de Sébastien et Keisha, avec qui il va devoir faire équipe dans le cadre d'un projet scolaire, Manuel s'ouvre à la beauté de la nature qui lui apporte le réconfort dont il a besoin pour se reconstruire. Alors voilà, comme vous voyez un petit peu, et ça dit que c'est un album qui est inspiré de l'enfance de l'autrice, mais je pense que c'est pas nécessairement le côté syndrome post-traumatique, quoique c'est pas mentionné, mais peut-être plus le contexte. Ça semble se passer au Kansas, si on lit ses notes, ses remerciements et tout ça. Alors, écoutez, je vais vous montrer tout d'abord mon chat, ici, qui fait du griffage en arrière. Alors, me revoici après avoir sorti le félin pas fin qui a malheureusement continué à gratouiller ma nouvelle bibli, mais bon, c'est pas grave. J'en reviens donc à cette magnifique BD-là. Donc, je vais montrer quelques planches, mais je pense que j'en avais quand même déjà montré. J'ai été vraiment marquée par tout. L'histoire, les personnages, mais aussi par l'ambiance des graphiques, de la conception visuelle. Donc, je vais vous montrer... Et puis, il y a ça, c'est dans le fond un peu les teintes du présent. Donc, on en a les couleurs chaudes, donc peut-être, là, je vous ai montré le soir, mais disons dans une journée, on va alterner entre ça, des couleurs de jour, des couleurs de ferme, puis les moments où le héros va vivre des moments, des crises d'angoisse, des moments post-traumatiques, puis ça va être en noir et blanc. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement émouvant. J'avais encore une petite larme à l'œil, là, je sais pas trop, mais bon, je pense pas qu'on peut ne pas être ému par cette histoire-là. Comme je vous dis, ce que j'ai vraiment adoré, bien entendu, ça tourne, on a
on a vraiment l'histoire après l'événement. Donc, on va pas revenir beaucoup sur l'événement. Dans l'événement, dans le fond, violent. Donc, c'est un tueur qui rentre dans l'école et le personnage principal, donc Manuel, était présent dans la classe lorsque la professeure d'art plastique a été attaquée par arme et il a eu le réflexe de tirer sur la lampe de feu. Donc, ce qui a fait en sorte que finalement, la professeure d'art plastique a survécu. Sauf que lui, évidemment, il doit continuer à vivre avec ce stress-là. Puis, il y a beaucoup de difficultés ben, on peut imaginer, à gérer tout ça. Donc, ça lui crée des énormes crises d'angoisse. Puis, la seule chose qui, comme ça dit à l'arrière, qui va le focusser, c'est en fait, quand il essaie de s'ancrer, donc souvent pour gérer les crises d'anxiété, on nous dit donne-toi un point d'ancrage dans le réel, essaie de focusser sur quelque chose. Puis, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il focus en prenant une photo. Donc, on va le suivre tout au long de ce livre-là, dans son retour à l'école après son absence, qui a suivi évidemment le choc traumatique qu'il a eu. Et comment il va finalement on va lui demander de s'asseoir à une table en particulier dans le cours d'art plastique parce que oui, il va décider de poursuivre quand même les cours d'art plastique malgré tout ce qui s'est passé. Puis il va se ramasser avec Sébastien et Keisha qui sont des personnages adorables, des personnages secondaires, mais en fait complètement centraux aussi, comme je pense que sans ces trois-là ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Et dans le fond, il va comme bien tomber parce qu'il va tomber avec un entourage finalement. Ça va cliquer tout de suite avec eux, il va développer un lien de confiance, mais il sera pas tout de suite à l'aise à parler de tout ça. C'est pas un enfant un jeune qui a de la facilité à parler de ses émotions. Il est avec une maman qui travaille beaucoup, qui est infirmière, qui travaille à l'hôpital, puis qui est très stricte, puis avec qui on dirait qu'il n'est pas vraiment nécessairement capable de parler non plus de ce qu'il ressent et tout ça. Donc, en gros, ça va être l'histoire justement de la rencontre de ces trois jeunes-là, de comment ils vont tisser leur lien ensemble, puis comment tranquillement ils vont quand même réussir à lui servir aussi d'ancrage dans le réel en plus de la photographie. C'était, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à part parfait. Donc, comme je vous dis, la construction des personnages est vraiment excellente. On va suffisamment loin dans les personnages principaux pour qu'il y ait une évolution des personnages à travers l'histoire, même si c'est vraiment une période assez courte quand même qu'on va voir. Ben, ça s'attelle sur quand même plus qu'une semaine, mais c'est vraiment un excellent travail de synthèse. On dirait que chaque moment qu'on va voir dans le présent de ce roman graphique-là versus chaque moment qu'on va passer dans le avant, donc dans la période où il y a justement l'événement traumatique, chaque moment comme ça, c'est bien dosé. On n'en veut pas plus, on n'en veut pas moins. C'est suffisant pour créer une ambiance, c'est suffisant pour faire comprendre aux lecteurs sans qu'on ait besoin de le souligner à grands traits, sans qu'on ait besoin de rentrer dans trop de détails. C'est un roman graphique qui tourne autour de l'émotion, de l'humain, de ses failles, de ses forces cachées malgré ses failles, de l'amitié et plus potentiellement, donc du lien très fort, peu importe comment on le nomme, euh, de dans le fond, d'une nouvelle naissance un peu de ce jeune-là, tu sais, que dans le fond, il va s'éveiller de nouveau finalement au réel, mais évidemment à son rythme, et puis de l'importance en fait de, de la chance, dans le fond, d'avoir ce genre de réseau-là autour de nous si jamais c'est des choses qui peuvent arriver à différents niveaux. C'est pas nécessairement un choc post-traumatique, c'est pas nécessairement obligé qu'il y ait un tueur qui rentre puis qu'on soit la personne qui sauve la situation, mais on sait tous qu'à certains niveaux, ça peut en créer. Donc, j'ai trouvé ça, comment on pourrait dire ça, tout en sobriété, en tendresse, en nuance, en justesse. C'était complètement un coup de cœur. Donc, vraiment, je n'attendais pas. Allez-y. Allez-y sans hésiter. C'est remuant, mais pas au même niveau. On peut s'attendre à ça comme on sait un peu le contexte. Puis c'est bien fait. Comme je vous dis, ça ne s'appesantit pas sur les moments où on pourrait nécessairement avoir un gros surplus d'émotions. En même temps, ça ne les nie pas. Donc, vraiment, là, un excellent travail de Nikki Smith dans cet opus-là. Chez Rue de Sèvres, en tout cas, la traduction française, j'ai trouvé ça très bien aussi. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, que c'est paru en anglais. Oui, c'est une Américaine qui maintenant habite en Allemagne. Donc, je ne sais pas si c'est paru en allemand en premier. Je ne sais pas, je vais voir ça tout de suite.
Ouais, en anglais en premier. Mais en tout cas, l'adaptation a été vraiment bien faite. Donc, ça va être un autre roman graphique cette semaine, j'ai pris 3 romans graphiques à la Bibli. Puis pour différentes raisons, ça va tous être des romans qui vont s'ajouter à ma bibliothèque permanente, c'est sûr, ça, je vais les acheter. Donc, vous pourrez peut-être me dire que j'économiserai pas tant que ça, mais c'est pas ça le but. Grâce à la Bibli, j'ai réussi à la rencontre de ces trois lectures-là qui sont majeures pour moi. Puis ça n'a pas de prix, ça. C'est vraiment précieux. Oh là là, mais quelle belle semaine. Donc, écoutez, je vais décider de faire quelque chose d'un peu atypique en ce qui me concerne, mais je vais clore le vlog ici parce qu'il est déjà très, très long. Je vois pas comment je peux vraiment avoir des choses encore, encore plus sublimes que ces 3 lectures marquantes-là de ma semaine, donc les 3 romans graphiques que j'ai lus. Donc, j'ai décidé de clore ça, dans le fond, sur un moment où je suis vraiment euphorique de joie de mes lectures. Et aussi parce que ma lecture de Proust est quand même une lecture au long cours. Je vous en parlerai dans le prochain blog, mais j'ai aujourd'hui rencontré mon premier muret, disons, je me suis un peu perdue dans les détails, disons. J'ai de la misère un peu à me rattraper dans mon engouement, mais on va voir. Je m'accroche. Donc, comme je continue cette lecture au long cours-là, puis qu'elle ne va pas nécessairement se lire si rapidement que ça, mais c'était à prévoir, ben, puis que là, j'ai décidé de me lancer dans des romans graphiques, puis ça tombe que ça a été vraiment une bonne décision. Ben, j'ai décidé de faire la clôture tout de suite, puis je vais repartir un vlog immédiatement après, puis on verra bien pour la suite. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu noter quelques suggestions. En tout cas, sincèrement, même si vous n'êtes pas de type roman graphique cette semaine, c'était vraiment les incontournables. Alors, prenez-les en note. Sinon, ben, écoutez, d'ici à ce qu'on se revoit, j'espère que vous aurez des bonnes lectures, des bons moments de douceur, un petit peu de bienveillance autour de vous. Puis, ben, écoutez, si jamais le petit parcours livresque de cette semaine vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager ça sur les réseaux. Puis nous, ben, on se dit à la prochaine!